l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Lors de cette dernière édition du Salon Wine Paris, de nombreuses conférences ont abordé le sujet du désamour des Français pour le vin, d'une baisse de consommation, d'un changement de génération, d'un rapport différent à l'alcool. Et si la vraie question n'était pas celle du produit, mais avant tout celle du lien ? Nos manières de nous rencontrer ont évolué. Nos rythmes, nos attentes, nos espaces de sociabilité ne sont plus les mêmes. Hyper connectés mais souvent éloignés. En quête d'appartenance autant que de légèreté, les nouvelles générations redéfinissent les codes du collectif. Alors, comment trinque-t-on aujourd'hui ? Et surtout, dans quel contexte ? Avec quelles attentes ? Et pour créer quel type de lien ? Aujourd'hui, à partir de la conférence présentée par Marie Mascret sur le Salon Wine Paris 2026, un épisode pour explorer les nouvelles façons de se rencontrer et ce que cela change pour le monde des vins et spiritueux. Marie, tu as cette année encore donné une conférence sur Wine Paris. Celle-ci s'intitule « Nouvelles façons de se rencontrer, nouvelles façons de trinquer ». Quel est ton postulat de base ? Qu'est-ce que tu avais envie de raconter ? Alors effectivement, on est parti du constat de ce qu'on sait tous, c'est que le vin et les spiritueux portent en eux de façon intrinsèque une dimension conviviale qui leur donne tout leur charme. Tu l'as dit, le vin et les spiritueux sont créateurs de liens, mais on est dans un monde qui est quand même de plus en plus fragmenté. La convivialité et le lien sont des éléments qui sont en danger, alors même, et c'est paradoxal, qui sont clairement recherchés par toutes les générations et encore plus par les jeunes qui subissent de plein fouet la solitude, la culpabilité de profiter, les multiples injonctions à ne pas faire d'excès et qui plus est dans un contexte économique tendu. Donc on s'est posé la question de savoir comment est-ce que le vin et les spiritueux devaient réagir face à ces nouveaux modes de socialisation. En parlant du lien, en fait, tu parles surtout des nouveaux modes de socialisation. De quoi est-ce qu'on parle exactement quand on parle de socialisation ? Alors, socialiser ou sociabiliser, c'est participer à des activités en groupe. Dans l'imaginaire collectif, parmi les lieux qui arrivent en tête quand on pense socialisation, en dehors de son entreprise et de son établissement scolaire ou universitaire, on imagine sans peine le café, le pub, le bistrot. On a tous en tête le Central Perk dans la série Friends. On a tous en tête le péril jeune et les moments où les copains se retrouvent autour du flipper. Ça, c'est ce lieu où on sait qu'on va retrouver ses amis sans se poser de questions. Ce lieu qui joue un rôle central finalement puisqu'il structure les rencontres, il structure les habitudes, les relations. Le lieu fait donc le lien, sauf qu'aujourd'hui, la manière de socialiser, elle a changé. Et même si les cafés ont heureusement pas totalement disparu des habitudes, d'une part, on n'y socialise plus comme avant, et d'autre part, ils sont plus forcément les seuls lieux où on va se retrouver. Et qu'est-ce qui a changé dernièrement justement en termes de socialisation ? Alors un premier point qui a changé, c'est l'arrivée des réseaux sociaux et l'arrivée surtout des smartphones. On peut être physiquement présent quand on se retrouve entre copains, mais mentalement ailleurs. On se retrouve, mais finalement, au bout de quelques minutes, une fois qu'on a passé un peu en revue les dernières nouvelles, chacun prend son téléphone et puis le téléphone, il s'invite à la table, il est là comme un ami supplémentaire. Donc cet écran, il capte le temps, il capte l'attention, il fragmente la disponibilité, il va diluer la qualité du moment partagé. Donc on a d'abord ce sujet-là qui est un vrai sujet, on est hyper connectés mais finalement rarement ensemble. Et qui plus est, quand on est hyper connecté, on subit une vraie pression sociale, une comparaison permanente. On se retrouve avec une jeune génération aujourd'hui qui fait face à une épidémie de solitude. On dit que 64% des jeunes ressentent de la solitude en échangeant des messages avec leurs proches. Ça, c'est issu d'un sondage Opinionway en 2024. Et donc, paradoxalement, on pourrait penser que les jeunes générations sont ultra sociales parce que très connectées, mais c'est à tort. On se rend compte que ce sentiment de solitude, il est lié à cet écartèlement finalement entre la pression sociale, le besoin de répondre vite, de réagir, d'exister en ligne, et puis la comparaison continue sur les réseaux sociaux qui donne toujours le sentiment qu'on n'est pas assez bien, pas assez à la hauteur. Donc le résultat, c'est ce sentiment d'isolement derrière son écran, et puis le sentiment d'avoir moins d'espace réel pour sociabiliser. Aux États-Unis, un autre chiffre, on sait que la part des adolescents et des jeunes adultes qui se rendent ou qui organisent des fêtes, elle a chuté de 70% entre 2003 et 2024. Donc, c'est un sujet qui, évidemment, n'est pas propre à la France. Et puis, si on peut citer d'autres exemples qui vont aussi dans cette veine-là, on peut parler évidemment de cette génération qui a été marquée par la période Covid, pour qui la socialisation n'est plus instinctive. Elle peut même devenir source d'anxiété.
On a l'exemple récemment dans l'actualité de Friend.com, qui est un site internet qui vous propose d'acheter un pendentif qui est muni d'une IA et qui ne vous laissera jamais seul. Donc, si vous avez ce pendentif autour du cou, il promet de devenir votre meilleur ami, il enregistre vos conversations et il peut converser avec vous. Ça fait peur, puisqu'effectivement, on se retrouve dans des situations où on a une forme de socialisation à distance et donc des repères relationnels qui se sont clairement affaiblis. Et ça rend aussi l'entrée en relation plus complexe et moins évidente. Finalement, on n'ose plus rentrer en relation avec des êtres humains et on a besoin d'une interface pour le faire. C'est plus aussi simple qu'avant. C'est d'ailleurs pas anecdotique, pour citer un autre exemple, qu'une application de rencontre comme Hinge en soit venue à publier un anti-phone book pour redonner une base d'apprentissage sur la manière de nouer des liens sociaux. Puisque donc socialiser, c'est plus évident, c'est plus fluide, c'est plus facile. Socialiser, ça se fait sous pression. On a l'impression qu'il y a plus d'attentes, qu'il y a aussi plus de jugements possibles, qu'il faut absolument que ça se passe bien et qu'on n'a pas droit à l'erreur. Mais pour autant, on a un vrai besoin, une vraie recherche de socialisation et j'en veux pour preuve la notion d'amitié qui a évolué depuis quelques années. Aujourd'hui, les amitiés, c'est devenu des relations à part entière. On veut choisir ses amis et en faire presque sa famille. Je choisis ma famille. Donc, entrer en relation, ça demande un effort, ça génère de l'anxiété, mais c'est aussi lié au fait que les attentes envers l'amitié sont renforcées. On veut construire des liens durables et sécurisants. On ne veut pas être jugé, on ne veut pas être rejeté. On veut du coup entamer des conversations avec des gens qui seront vos amis pour la vie. Donc, on met vraiment tout sur cette amitié. À la différence des générations précédentes, aujourd'hui, les jeunes adultes, ils accordent vraiment une valeur centrale à ces relations amicales. Elles sont plus perçues comme secondaires. C'est des relations auxquelles on va vouloir consacrer du temps, de l'attention. Donc, socialiser, ça ne veut plus dire simplement faire connaissance, mais créer des liens durables, choisis et sécurisants, et on s'investit dans la relation. Donc, l'envie de socialiser, elle reste intacte, mais elle va s'exprimer sous d'autres formes désormais pour surmonter ces freins à l'entrée en relation. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer sous quelle forme cette envie de socialiser s'exprime ? Alors, plein d'exemples qu'on voit en particulier sur les réseaux sociaux, mais pas uniquement. Donc, l'envie de se retrouver, elle est intacte. On voit émerger de nouveaux espaces de convivialité en lien avec cette diversification des modes de socialisation, des phénomènes récents qui sont nés sur les réseaux sociaux. Un exemple avec l'opération Pudding mit Gabel en Allemagne. Pudding mit Gabel, ça veut dire prends ton dessert avec ta fourchette. L'idée, c'est de proposer via les réseaux sociaux à qui veut de se réunir dans des parcs pour venir manger son dessert à la fourchette. Alors, venir manger son dessert à la fourchette, ça a 2 points notables. Le premier, c'est quand on mange un dessert à la fourchette, en général, on met du temps à le manger, puisque ça n'est pas une cuillère qui vous permet de le manger simplement et rapidement. Mais c'est le principe, c'est justement de prendre le temps de profiter avec des amis. Et puis surtout, on a un point commun, on a un sujet commun, un sujet de discussion qui vous réunit et qui fait qu'on va pouvoir aborder les uns et les autres, même des personnes qu'on ne connaît pas dans le parc dans lequel on sera allé, pour entamer une discussion sans avoir une grosse pression sociale ni peur du sujet qu'on va vouloir aborder pour entamer la discussion. Donc, ça montre un besoin clair. On a besoin de se rassembler autour d'un prétexte, autour d'une activité, d'un cadre hybride qui va permettre de se relier facilement. Sociabiliser, ça devient donc intentionnel. Désormais, on ne se retrouve plus juste pour boire un verre, on cherche un prétexte supplémentaire et si possible amusant et ou instructif. Et quoi qu'il en soit, un prétexte détendu qui permette de créer facilement des conversations. Je citais aussi dans la conférence l'exemple de lieux qui se spécialisent justement dans ces nouvelles socialisations avec par exemple Merci Internet, qui est un espace assez original dans le 9e arrondissement à Paris où on vous propose de vivre dans la vraie vie les meilleurs concepts d'Internet. Et donc, si vous y allez, vous pouvez y aller entre amis, vous pouvez y aller avec vos collègues, mais on vous propose aussi d'y aller sans connaître personne et que ce soit l'occasion de rencontrer du monde. Quels sont les paramètres de ces nouvelles envies de socialiser et comment est-ce qu'elles se recomposent ? Alors, ce qu'on a observé, nous, et la manière dont on l'a défini, c'est 3 paramètres, 3 grandes attentes de la part des consommateurs et en particulier de la part des jeunes générations, puisque, comme tu l'as dit, la sociabilité, elle n'a pas disparu, elle se recompose. Donc, les 3 grandes attentes, d'abord, c'est « je veux me sentir à ma place sans avoir à performer ». Ça, c'est le sentiment d'appartenance. Ensuite, c'est la recherche d'expérience. Je veux vivre des expériences sans engagement ni pression. Donc ça, c'est un besoin de légèreté et de plaisir. Et puis, je veux comprendre sans avoir peur de me tromper. Ça, c'est la recherche d'apprentissage. Et là, on a tout de suite un lien avec le monde du vin et des spiritueux. Je veux me sentir à ma place sans avoir à performer. C'est quand je vais prendre un verre, j'ai envie de vivre pleinement le moment dans un cadre bienveillant. Quand je parle de vivre des expériences sans engagement ni pression, c'est pouvoir avoir une respiration dans mon quotidien saturé de décisions à prendre, mais que ce soit simple et que j'ai pas besoin de réfléchir longtemps avant de prendre ma décision sur ce que j'ai envie de boire au café ou au restaurant ou dans mon nouveau lieu de socialisation.
Et puis sur le troisième besoin qui est je veux comprendre sans avoir besoin de me tromper, typiquement si on raccroche ça au monde du vin et des spiritueux, c'est qu'on veut accéder à un apprentissage qui est décomplexé. Et donc dans un univers comme le nôtre qui est encore perçu par beaucoup comme intimidant, ça va impliquer de proposer des manières de présenter le vin et les spiritueux qui sont beaucoup plus accessibles, beaucoup plus simples et beaucoup plus décomplexées. Et si on regarde ces 3 paramètres de manière un peu plus précise, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà du besoin de sentiment d'appartenance ? Alors, sur ce besoin de sentiment d'appartenance, c'est donc le fameux « je veux me sentir à ma place sans avoir à performer ». D'abord, on l'a déjà dit, mais ces réseaux sociaux, ils exercent une pression sociale constante. On a besoin de se montrer sous son meilleur angle, de valoriser ses réussites, ses voyages, ses achats. Et donc, pour sortir de cette comparaison qui est assez épuisante, les jeunes en particulier, ils vont faire le choix régulièrement de ralentir leur rythme de vie et de rechercher des cadres relationnels bienveillants. Donc, adopter un rythme de vie plus doux pour respirer, pour sortir de la routine. Et ça, c'est plus forcément synonyme d'expérience extraordinaire. On a besoin de reprendre du temps pour soi. On sait quand on en a besoin, quand sa batterie sociale est à plat. Et c'est indispensable, donc on l'assume complètement. Et c'est indispensable aussi pour pouvoir parfois pleinement ensuite retrouver ses amis. Donc c'est vraiment des moments de socialisation finalement qui sont privilégiés, mais qui ne peuvent se faire que dans le cadre de moments aussi où on va être plus au calme, dans un moment plus doux, seul chez soi potentiellement. Et on assume ça et on le célèbre aussi sur ses réseaux sociaux, pourquoi pas. Donc c'est vraiment le premier point. L'hyperstimulation, elle fatigue, donc on est face à une surcharge mentale, à des stimuli permanents. Et dans ce cadre-là, la valeur, elle est plus dans la quantité de moments, mais dans leur simplicité. Donc plus de simplicité. On le sait, des notifications incessantes, un flux continu d'images et une actualité qui plus est qui est morose. Et donc parfois un sentiment en particulier chez les jeunes générations de débordement. Donc en réponse, ces jeunes, ils réinvestissent une forme de slow life, tournée vers le réconfort. On va se retourner vers des hobbies plus classiques comme la peinture, le crochet, la poterie ou les mots croisés. Et puis on observe aussi la création d'espaces où le téléphone est délibérément mis à l'écart. L'exemple avec The Offline Club, qui est un club où on propose des activités sans téléphone. La valeur, elle réside plus dans la multiplication des moments, mais dans leur simplicité. Et donc avec des choix assumés d'aller vers ces lieux de socialisation-là ou vers ces activités-là, où vous posez votre téléphone sur le côté pour ne plus être dans cette hyperstimulation et pouvoir vous consacrer à une activité spécifiquement reposante. On s'en rend compte aussi de ce besoin de simplicité quand on observe la renaissance de lieux de quartier qui redeviennent des refuges, des espaces authentiques qui sont ancrés dans le quotidien et qui vont offrir un cadre convivial et rassurant. Ce sont des lieux qui, pour beaucoup, retrouvent une vraie popularité. Alors, on va parler de bars, de bistrots, de PMU, de pubs, qui vont rassurer par leur familiarité aussi. On est dans un monde complexe et bruyant, on l'a dit, donc l'ancrage de ces lieux-là dans un paysage du quotidien et puis leur allure aussi souvent sans prétention, ça évoque une convivialité où tout le monde est accepté. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'on lit aussi beaucoup d'articles sur la disparition des bistrots dans les campagnes. C'est peut-être un phénomène de renaissance qui est particulièrement vrai en ville. Mais ce qui est sûr, c'est que les bars de quartier, et quand je dis bars, je parle aussi des bouillons, des routiers, et tous ces lieux qui revisitent finalement une certaine nostalgie remise au goût de l'époque, ces bars de quartier retrouvent une nouvelle jeunesse dans les grandes villes pour leur proximité, pour leur convivialité, pour leur simplicité, et puis bien évidemment aussi pour un rapport qualité-prix de la nourriture qui est proposée, qui convient parfaitement à la cible des jeunes générations en particulier. Et donc plus de simplicité dans des lieux comme ceux-ci, mais aussi dans des lieux qui plus généralement vous permettent de vous sentir vraiment à l'aise. Ça va être tous ces lieux qui prolongent le quotidien avec un confort comme à la maison, avec des grandes tablées, un niveau sonore agréable, une atmosphère cosy et intimiste. Alors, dans la présentation de la conférence que j'ai faite sur Wine Paris, j'ai donné beaucoup d'exemples à Paris, à Londres et à New York, puisque on a la chance de pouvoir étudier ces villes-là en ayant des filiales sur place. Si je dois citer quelques exemples, je vais citer le Barn, qui est un établissement en banlieue de Paris qui vous propose effectivement d'arriver comme à la maison. Vous êtes un peu comme dans votre maison de campagne. Il y a des grandes tablées, des grands espaces verts. Les enfants peuvent jouer et tout le monde est heureux. Je vais citer Eavesdrop à New York, qui est un bar avec un vrai confort d'écoute. Je peux citer aussi, toujours à Paris, Groovy, qui est un speakeasy, le speakeasy de la Brasserie des Prés, qui est un tout petit espace où vous allez pouvoir vous retrouver avec quelques amis ou rencontrer des gens, mais sans que ce soit trop bruyant ni avec trop de monde. Et puis, on pourrait aussi citer le bar Flore à Londres, par exemple, qui est aussi un espace avec une atmosphère cosy. Donc, vraiment, qui répond à ce besoin de simplicité.
Autre point par rapport à cette recherche, c'est le fait de choisir ses moments. Donc choisir ses moments, ça peut se faire, et ça on l'observe beaucoup par des formats où on reçoit chez soi, mais plus forcément comme avant. L'hospitalité, ça devient presque un love language assumé. Recevoir chez soi, ça devient un choix relationnel, mais dans un cadre qu'on va vouloir safe, intime, vraiment pensé pour faire plaisir à ses invités et pour nourrir des liens profonds avec eux. Donc on va transformer son foyer en un cadre sécurisant où tout, de la déco aux boissons, va être pensé pour faire plaisir et pour mettre à l'aise les invités. Recevoir, c'est plus forcément lié à un événement particulier, mais ça devient une manière simple et assumée d'exprimer son attention aux autres. Donc on va transformer son intérieur en prenant attention, enfin en faisant vraiment attention à tous les détails, un peu comme si on était dans un coffee shop ou dans un restaurant. Ça devient presque un jeu, mais pour recevoir ses amis et leur montrer vraiment toute l'attention qu'on leur porte. Dans les moments de sociabilité qu'on va choisir, on peut aussi voir pas mal de choses autour des dinner parties qui favorisent une sociabilité intentionnelle. Donc le principe de la dinner party, c'est un cadre rassurant, propice aux échanges. On peut y venir seul, on peut y venir avec un +1. Mais le principe, c'est que vous rencontrez d'autres personnes. Avec elles, vous allez pouvoir engager une conversation. Tous les participants partagent la même intention. Tout le monde a fait le choix d'être là ensemble. Donc la table rassemble et la rencontre dans ce cadre-là, elle se fait naturellement. Et puis ces moments, on va vouloir aussi les perfectionner. Alors il y a plein de propositions aujourd'hui pour perfectionner ces moments, des marques qui ont saisi ces opportunités-là pour se positionner en partenaire, pour vous soulager quand vous êtes l'hôte qui reçoit chez vous. On va vous faciliter l'envoi d'invitations, on va vous faciliter l'achat et le choix des produits avec des packs variés. Je pense à White Claw, par exemple, qui est une marque de hard seltzer très présente et très prisée aux États-Unis, qui vous propose un bundle de boissons. Donc le pack, c'est pas un pack avec une seule référence de boisson, mais plusieurs boissons. Et ils formulent ça très clairement sur leur site internet en disant vous êtes avec vos amis et vous avez envie de boire des choses, mais pas tous la même chose. Voilà notre choix qui est varié et qui fera plaisir à tout le monde. On va avoir aussi des exemples d'influenceurs qui vont vous aider à perfectionner vos moments. Je pense à Mad Wine Girl, qui est une influenceuse sur Instagram, qui vous propose des conseils sur les vins à apporter lors d'une dinner party. Et puis, des soirées aussi qui s'appellent des soirées note passing. Alors, il y en a à Londres en particulier. Je pense à un bar qui s'appelle Plum Wine, où vous avez comme principe d'abord de remplir un questionnaire qui fait que quand vous allez arriver à la soirée, on va vous asseoir pas trop loin de personnes qui ont des critères ou qui ont des personnalités qui semblent vous ressembler. Et puis ensuite, le principe de la soirée, c'est que vous pouvez passer des petites notes. Donc, vous écrivez des choses sur un bout de papier à qui vous voulez dans la soirée. Et puis, ces notes, c'est des défis, c'est des questions, c'est des choses comme ça. Donc, ça permet de créer de la convivialité, en tout cas de créer l'entrée en connexion. Vous partagez ça aussi sur les réseaux sociaux. C'est plutôt ludique, c'est plutôt amusant, tout le monde rigole bien. Et puis en même temps, ça crée de la connivence et ça crée de la convivialité. Donc on cherche avant tout à trouver sa communauté pour créer des relations fortes en petits groupes. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les jeunes générations se réunissent encore autour de leur centre d'intérêt. Et c'est un moyen pour eux de sécuriser les rencontres parce que finalement, quand on se réunit autour de centres d'intérêt communs, on sait qu'on va se retrouver avec des personnes avec qui on va avoir des affinités et avec qui on ne va pas devoir faire spécialement d'efforts pour que ça se passe bien. Et ça, c'est vraiment un besoin de se sentir entouré, un besoin de sécurité psychologique qui va pousser à la recherche d'une ressemblance rassurante. On sait, avoir des points communs, ça facilite naturellement la rencontre, mais pour les jeunes générations, cette ressemblance-là, elle joue un rôle clé. On a besoin d'être entouré de profils comme soi, ça évite de se comparer, ça atténue l'anxiété née de la comparaison permanente sur les réseaux sociaux. Et puis partager les mêmes affinités, ça permet de baisser la garde, de se sentir légitime, d'entrer en relation sans avoir à se mettre en scène. Je pense à 2 exemples, celui de la campagne de Spotify Fan Life qui mettait en scène des fans de chanteurs. En l'occurrence, l'exemple que j'ai en tête, c'était une fan d'Angèle qui, sur la campagne, si vous voulez se faire la même coupe de cheveux que Angèle, ou je pense aussi aux Friendships Bracelets qui étaient échangés lors des concerts de Taylor Swift. Le principe, c'est que vous passez du temps les semaines précédant le concert à fabriquer des bracelets que vous mettez à vos poignets et puis en attendant le début du concert, dans la queue avec les autres Swifties, vous échangez vos bracelets et donc vous créez des amitiés comme ça puisque vous repartirez ensuite avec des bracelets qui sont ceux qu'on vous a donnés et donc ça vous laissera des souvenirs et peut-être même permettra de rester en relation avec les personnes que vous avez choisies qui ont le même centre d'intérêt que vous puisqu'elles sont elles aussi au concert de Taylor Swift. Voilà, et donc partager ces affinités, on le voit aussi beaucoup dans l'essor des clubs et des activités affinitaires qui sont proposées un peu partout, et Paris, Londres et New York ne sont pas en reste. On choisit désormais des lieux et des événements pour leur capacité à répondre à ce besoin d'appartenance, à ce besoin de faciliter la conversation, voire la naissance d'amitié, je viens de le dire.
Les clubs, c'est désormais plus un lieu et un cercle fermé, ça devient des réseaux ouverts qui vont être centrés sur un hobby. Alors, on parle de book club, on parle de peinture, par exemple, ou bien sur un sport, on parle de running, de pilates, de rando, d'escalade. Certains clubs sont moteurs de reconnexion et ils l'assument. Je pense à un exemple comme le Remedy Place à New York, qui est un wellness club, donc un lieu où vous pouvez vous faire du bien, mais où on vous dit aussi c'est un moyen de vous faire du bien en socialisant. Donc c'est un moteur de reconnexion et souvent l'échange est fait loin de son téléphone. En tout cas, on encourage que le téléphone reste loin. Voilà, les goûts partagés et les passions restent vraiment un moteur de rencontre et donc ces lieux sont choisis pour leur capacité à favoriser les échanges. Et puis partager ses affinités, on le voit aussi avec tous ces rendez-vous qui sont proposés comme prétexte pour se réunir, que ce soit des compétitions amicales, des clubs de lecture, des ateliers artistiques. Ça, c'est autant de prétextes pour se donner rendez-vous régulièrement. Donc, on va aller prendre un verre avant, pendant ou après. Mais c'est l'activité qui joue vraiment dans l'attractivité de ces nouveaux rituels. Je pense à Out of the Blue, qui est un bar à vin à Paris qui vous permet de découvrir des vins avec en même temps une projection de film. Je pense à un lieu comme Social Pottery à Londres qui vous propose des moments sip and paint, donc bois un verre et peint. Évidemment, tous les clubs d'escalade qu'on peut croiser sur sa route à Paris, à Londres ou à New York ou ailleurs, où vous avez le restaurant, le bar et l'escalade. Donc, vous pouvez aller boire un verre après avoir grimpé. Ou des clubs d'échecs, je pense à Pawn Chess Club à New York, qui vous propose aussi des compétitions amicales. Et puis, pourquoi pas boire un verre, ça fait partie aussi du moment proposé. Et donc, on va vouloir partager ses affinités. Et pour ça, on va le faire en ayant un besoin de reconnaissance entre passionnés. Et ce qu'on observe beaucoup aussi, c'est que le merchandising, il devient vraiment l'expression ultime de l'appartenance à un club. Alors, on a des lieux qui s'affirment comme des personnalités à part entière et qui sont capables de fédérer des communautés avec des t-shirts, des casquettes, des tote bags qui servent moins à signaler un statut qu'à se reconnaître entre pairs. Quand vous allez à Londres chez Noble Rot, au Noble Rot Bar, qui est donc un bar, si vous revenez avec le tire-bouchon ou le t-shirt, vous savez que quand on vous verra avec ces objets-là, on vous reconnaîtra comme un connaisseur. Je pourrais donner l'exemple aussi à Paris de Gallia, qui a sorti tout un merchandising avec des t-shirts et des sweatshirts, par exemple. Et voilà. Donc, on est vraiment sur des références d'insiders qui vous permettent d'avoir une reconnaissance entre passionnés. Donc, aujourd'hui, clairement, sur ce premier besoin, l'appartenance, on peut dire qu'elle n'est pas universelle, elle est affinitaire. Elle est liée à des centres d'intérêt, des communautés choisies et des lieux. C'est plus le lieu qui fait la rencontre, c'est vraiment l'intention. Et dans ce cadre-là, dans ces sociabilités affinitaires, la recherche de qualité, elle porte pas seulement sur le lien, elle porte aussi et surtout sur l'expérience qu'on va partager avec les autres. Donc on a parlé du sentiment d'appartenance, je veux me sentir à ma place sans idée de performance. Qu'est-ce que tu peux dire de la recherche de légèreté et de plaisir, notre deuxième critère ? Alors la recherche de légèreté et de plaisir, c'est vraiment je veux vivre des expériences sans engagement ni pression. C'est la simplicité qui devient le moteur de ces expériences partagées. L'objectif, là, c'est plus d'impressionner ni d'impressionner ou accumuler les sorties, par exemple, mais de se faire plaisir sans charge mentale. Donc, la désirabilité d'une sortie, elle va reposer sur sa capacité à être vécue facilement, sans contrainte, sans projection, avec spontanéité et avec fluidité. Ça va passer, par exemple, par ce qu'on appelle la Little Treat Culture, qui est l'économie du plaisir rapide. C'est une recherche de micro-récompenses, de moments de plaisir assumés, sans engagement financier lourd et sans justification. On va vouloir s'acheter un matcha, un Charms, une pâtisserie, un cocktail dans un hôtel de luxe. Et ça, c'est autant de dépenses qui vont adoucir un quotidien qui est fait, lui, d'incertitude. Et ça, sans avoir à se justifier. Autre exemple, le pouvoir de ce qu'on va appeler le no-brainer. Donc, le no-brainer, c'est vraiment cette envie de faire des choses sans avoir à se prendre la tête. La fluidité, elle passe par la réduction de l'effort cognitif. Alors, dans ce cadre-là, clairement, les bars et les restaurants, ils ont besoin de proposer des choix lisibles, immédiatement désirables. En tout cas, c'est ce qui est attendu par les consommateurs. Vous allez avoir des lieux qui vont vous proposer, par exemple, des huîtres et un martini, ou des cocktails et du poulet frit, ou même du vin et la glace. Le vin et la glace, c'est chez Folderol, avec une carte de vin et de glace uniquement. C'est à Paris. Les huîtres et un martini, c'est chez Wright Brothers à Londres, par exemple. On vous propose ça pour £1 l'huître. On va avoir des propositions à New York, chez Louise Next Door, par exemple, avec vin plus snacks ou spritz plus snack. Ou à Paris, toujours, le Harmony Bar, qui est un bar à cocktail de nuit ou qui vous propose du poulet frit tout le long de la nuit. Donc, c'est vraiment des cartes réduites en propositions food ou alors des deals ou alors des choses qui sont très explicatives mais très simples, pas beaucoup de propositions pour pas avoir à vous prendre la tête et pour pas vous compliquer la vie.
Aujourd'hui, on a besoin et envie de profiter pleinement, donc on a une forme de facilité retrouvée qui va transformer la sortie. On veut être libéré de la contrainte. Les groupes vont se concentrer plutôt sur l'instant présent et les soirées elles vont devenir modulables suivant l'humeur et l'énergie du moment. Donc chaque temps partagé va gagner en intensité parce qu'il est vécu sans projection excessive, toujours dans l'immédiateté. On veut retrouver de la spontanéité, on veut retrouver du plaisir immédiat. C'est pas anodin, ce désir de spontanéité, c'est une réponse directe à un quotidien qui est saturé de décisions à prendre. Et retrouver du plaisir à sortir, ça passe souvent par des formats plus flexibles avec peu d'obligations, qui laissent plus de place aux envies du moment plutôt qu'à l'organisation. Planifier, ça devient une charge. Et organiser un verre, ça peut devenir un casse-tête avec des agendas bien remplis chez tout le monde qui nécessitent des arbitrages et une coordination permanente. Et cette planification à outrance, elle finit par peser. Donc en réaction, on a besoin de moments sans enjeu. Ne pas avoir de plan, ça devient socialement acceptable. Improviser en dernière minute, ça devient désirable. Cette jeune génération, elle écoute davantage ses besoins que la peur de rater quelque chose. Retrouver la spontanéité, ça passe aussi par des rendez-vous plus ouverts. Les sorties, elles vont devenir plus flexibles, elles vont se construire dans l'instant, sans obligation de durée ni d'intensité. Donc face à cette pression, on va simplifier ces formats. On va commencer par se retrouver et puis on verra ensuite ce qui se passe. Ça peut être autour de coffee walk, dans des food courts ou avec des grandes tablées qui vont incarner cette logique. Chacun va avancer à son rythme, va pouvoir rester ou partir librement. Et c'est la relation qui prime sur le programme. Les coffee walk, on voit ça beaucoup à Londres, où vous allez vous retrouver dans un parc et puis boire votre café en discutant avec vos amis ou avec des gens. Ou alors le food market qui vous permet aussi tout simplement de venir quand vous voulez, de manger ce que vous voulez, de repartir quand vous voulez. L'essentiel, c'est que vous ayez passé un moment avec vos amis, mais sans obligation d'horaire précis à respecter ou de choix gastronomiques précis qui ne vous conviendraient pas forcément. Donc la sortie, elle est vraiment sur des rendez-vous plus ouverts. Elle devient aussi une sorte de parcours. On l'observe beaucoup, ça. Les soirées vont s'organiser autour de changements d'ambiance successifs et ça, c'est aussi voulu pour maximiser l'expérience. On va vouloir circuler avec plus de fluidité dans un même lieu, ce que permettent certains lieux. Par exemple, je pense au lieu, le pop-up du Label à Paris, qui est à la fois restaurant, bar, salle de concert et clubbing. Je pense aussi à des lieux comme June à New York, qui est un bar qui va vous proposer une réduction contre un ticket du cinéma de quartier. Donc, ça permet de faire vivre le quartier. On va limiter les déplacements et avec moins de déplacements inutiles, le temps passé ensemble, il est maximisé et l'énergie du groupe, elle est maintenue. Maximiser son plaisir, c'est vraiment une ambition aujourd'hui du jeune consommateur avec du coup des réponses et des propositions qui vont clairement dans ce sens-là. On observe pas mal de programmations qui vont faire monter l'énergie de la soirée. Donc la programmation, elle joue vraiment un rôle clé pour monter ou descendre en énergie. On va vous proposer des activités, de la musique, des performances, des shows. Et ça devient tout ça des points d'accroche qui fédèrent autour de moments spéciaux en rupture avec le quotidien. Ces moments, ils offrent une intensité choisie, ponctuelle, qui va vraiment donner une valeur supplémentaire à la sortie. Donc, vous allez pouvoir commencer par faire quelque chose, et puis il va se passer différents moments forts dans votre soirée qui vous permettent de profiter de la soirée doublement ou triplement. Ça peut être une soirée karaoké, ça peut être, je pense à un lieu comme Sister Midnight, un bar à cocktail qui propose aussi des drag shows à Paris. Voilà, tous ces lieux qui vous proposent différentes activités, que ce soit artistiques, musicales, plus légères ou plus spéciales, mais qui vont vraiment vous proposer de monter en énergie tout au long de votre soirée. Et le principe un peu ultime, c'est de maximiser son plaisir, c'est vraiment de vouloir toucher l'exceptionnel. Alors ça peut être le temps d'un instant, même bref, la sortie, elle permet parfois d'accéder à un moment perçu comme spécial, et vraiment penser pour se faire du bien et rompre avec le quotidien. Donc c'est se donner accès temporairement à des expériences qui sont perçus comme supérieurs, statutaires, et sans avoir à en assumer ni le coût ni les codes. Ça peut être une vue spectaculaire. Par exemple, on se dit on va aller boire un verre sur la terrasse du Ritz-Carlton, sur le rooftop du Ritz-Carlton à New York, avec un service raffiné, un cadre d'exception qui vont suffire. Finalement, peu importe ce qu'on boit, l'essentiel, c'est qu'on ait vécu l'expérience. Et puis, on est aussi dans une approche où la vibe et l'esthétique sont vraiment des critères clés. La photogénie du lieu, le choix de la verrerie, l'énergie du groupe. On va vouloir maximiser son plaisir avec l'attrait dans ces lieux qui réside non seulement dans le fait qu'on peut y boire, y manger, y socialiser, mais aussi dans leur esthétique et dans leur énergie, avec des choix d'architecture, de lumière, de son, une théâtralisation du service où finalement, dans certains lieux, tout concourt à créer une ambiance singulière. Et la sortie, là, elle devient désirable parce qu'elle promet de se sentir unique, de vivre une expérience à part. Je pense à des lieux comme le Clemente Bar à New York, comme Abstract à Paris, comme Katana Kitten aussi à New York, et puis Bambi à Londres, qui sont des lieux qui répondent exactement à ces critères-là. Donc finalement, on a une forme de simplicité généralisée, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on a une absence de cadre.
La simplicité, elle repose sur des expériences fluides, accessibles et peu engageantes, qui permettent de profiter du moment sans pression ni surcharge mentale. Dans ces nouvelles sociabilités-là, le plaisir, il vient plus ni du statut, ni de l'accumulation d'expériences pour briller auprès des autres. Il vient vraiment de la facilité à entrer et à sortir de l'expérience et à s'y sentir bien. Donc ça, c'était pour la légèreté et le plaisir. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la recherche d'apprentissage ? Ça répond clairement au besoin qui est celui de « je veux comprendre sans avoir peur de me tromper ». Donc pour que la légèreté, elle opère et pour que le sentiment d'appartenance se crée, il y a des repères communs qui sont nécessaires et apprendre ensemble, ça nourrit ce lien et ça permet de se sentir à l'aise, notamment dans un univers comme celui du vin et des spiritueux qui sont encore perçus comme intimidants. Pour la Gen Z et pour les millennials en particulier, le savoir, il se doit d'être accessible et surtout relationnel. Il doit se partager. Et donc, les savoirs, ils circulent, l'apprentissage, il doit devenir ludique et la dégustation doit devenir une conversation. Les jeunes générations veulent savoir, mais autrement. On assiste à une montée des savoirs plus pointus. L'expression identitaire, elle se manifeste de plus en plus à travers des choix informés, avec de la curiosité, de l'éthique, du raffinement, de la conscience. Donc aujourd'hui, connaître la tendance, ça ne suffit plus. La distinction, elle se déplace vers la compréhension des origines de la tendance, des références, des esthétiques, des enjeux éthiques qui la sous-tendent. On a des comptes spécialisés, des ciné-clubs, des book clubs qui participent à démocratiser des savoirs pointus, même lorsqu'ils s'appliquent à des phénomènes populaires. Donc on va vraiment s'engouffrer dans un sujet qui va être celui qui nous intéresse et puis essayer de tout comprendre sur ce sujet-là, d'en devenir vraiment une forme de figure autoritaire, si ce n'est de spécialiste. Ça peut être sur des sujets comme la musique, ça peut être sur des sujets comme l'art en général. On observe aussi l'émergence de comptes Instagram et d'influenceurs qui vont justement creuser sur un sujet spécifique. Donc, on change ses manières de s'informer, mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut s'informer et on veut savoir autrement. Et donc, la connaissance dans ce cadre-là, elle devient vraiment un capital social, à condition d'être partagée avec bienveillance. Celui qui va maîtriser un sujet, il n'impose rien. Au contraire, il rassure, il éclaire, il va transmettre avec une autorité naturelle. Et l'amateur éclairé joue dès lors un rôle clé. Il va faciliter le choix, il va permettre aux autres d'apprendre, mais sans se sentir jugé. Je pourrais citer l'exemple du livre de Martini de Alice Lasselle, qui va vous donner tout ce qu'il faut savoir sur le martini en général. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par le martini, achetez ce livre et vous aurez tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Je pense également à un article de presse qui était paru dans Le Monde en fin d'année dernière, qui vous donnait les 10 idées reçues sur le champagne à débusquer pour se faire mousser pendant les fêtes de fin d'année. Donc voilà, c'est vraiment ces micro-apprentissages qui vont vous permettre de devenir plus savant et de pouvoir parler en connaissance de cause, mais on ne va pas chercher l'information là où on allait la chercher avant. En revanche, ce qu'on veut, c'est faire partie de ceux qui savent. Donc, on va vouloir montrer qu'on sait. Et ce qu'on sait, ce qui est à la mode, ça reste un enjeu important pour les jeunes générations. Les références à maîtriser, pour autant, elles sont plus subtiles. On va vouloir apprendre à reconnaître une esthétique, commander un produit ou une référence. Ça suffit à s'intégrer quand on fait ça dans un groupe, même si on n'a pas d'expertise. Donc, je pense par exemple au fait de consommer du vin orange, qui est un vin qui a le vent en poupe, en particulier à Londres, mais qui est également aujourd'hui très présent en France. Quand vous commandez un vin orange avec vos amis, en fait, vous traduisez une forme de connaissance qui fait de vous quelqu'un d'un peu particulier. On peut observer beaucoup à Londres, par exemple, certains vins qui sont commandés par tout le monde sans forcément que les gens d'ailleurs sachent par qui ils sont élaborés. Je pense à Chin Chin, qui est un vino verde, qui a une étiquette très reconnaissable et qu'on voit sur toutes les tables à Londres. Je pense aussi à Espresso Martini ou alors à la tequila classée Azul, qui a cette forme de bouteille très, très reconnaissable et qui a vraiment un point de statut autour de cette bouteille. Si vous l'avez chez vous, vous êtes clairement dans une approche de connaisseur très fin et très pointu de ce spiritueux. Ça passe aussi par un besoin de reprendre le contrôle avec des formats festifs de découverte, des fêtes culturelles, des semaines de découverte, des fêtes de vendange, donc participer aux fêtes et aux événements incontournables. Et donc, dans l'univers du vin et des spiritueux, on en a un certain nombre. C'est autant un moyen de se distinguer que d'apprendre sans être jugé. La force de ces formats-là, c'est des formats ouverts, accessibles, qui permettent de découvrir ensemble dans un cadre détendu, là où le savoir finalement va circuler sans hiérarchie, il est porté par l'expérience collective. Je pense aux fêtes du Beaujolais. Encore une fois, à Londres, l'exemple de Noble Rot est un excellent exemple pour ceux qui ont envie de fêter le Beaujolais. On pourrait citer aussi la fête du Beaujolais à la Liquiderie à Paris. Je pense à la Negroni Week, qui est beaucoup portée par Campari. Je pense à des exemples, par exemple, comme à New York, autour de Harvest Party, donc des soirées autour de la vendange, organisées chez Baby Sips avec
2 influenceurs qui sont des frères jumeaux qui parlent de vin dont le compte Instagram s'appelle Super Vino Bros. Voilà, on vous permet d'apprendre des choses en vous retrouvant avec d'autres personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, mais dans des formats festifs qui sont là pour vous permettre de découvrir et d'apprendre. Et ce qui est sûr, c'est que ce besoin de reprendre le contrôle, il va de pair avec le fait de vouloir progresser pour réduire l'incertitude. Apprendre, progresser, maîtriser une compétence, c'est devenu un besoin essentiel pour une génération dans un monde instable. Face au recul de marqueurs traditionnels de stabilité, signature d'un CDI, accès à la propriété, mariage, etc., comprendre et choisir en conscience, ça devient une manière de reprendre le contrôle. Donc, on va vouloir reprendre le contrôle par l'information. On retrouve ce besoin de maîtrise dans tous les pans du quotidien, santé, alimentation, sommeil, budget, temps d'écran. Merci Yuka pour l'alimentation. S'informer, c'est la première étape pour agir. Et le savoir donc devient un outil d'autonomie plus qu'un marqueur d'expertise. Et on peut observer beaucoup de comptes d'influenceurs qui vont vous chercher à vous apprendre des choses et à vous informer de manière plus ou moins éclairée, mais en tout cas vous informer pour que vous, en tant que consommateur impliqué et curieux, vous puissiez agir en conscience. On veut comprendre pour mieux choisir. L'apprentissage transforme la consommation. On passe d'un acte parfois anxiogène à un espace d'exploration. Et donc, en comprenant par soi-même, on s'émancipe finalement des prescripteurs traditionnels et ça nous permet de mieux identifier ce qui nous plaît réellement. Et dans l'univers du vin, qui est encore perçu comme normé, cette logique, elle passe aussi par des formats où l'erreur, elle est acceptée et où la curiosité, elle est encouragée. Je pense à des exemples comme le conte d'une jeune Anglaise qui prépare son diplôme de sommellerie, qui s'appelle Cocky's World of Wine, qui va vous raconter son quotidien d'apprentie sommelière et toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer, mais qui au passage va vous apprendre des choses aussi. Je pense à l'application Winology aussi. Donc le fait de comprendre pour mieux choisir, ça devient vraiment un moyen de reprendre la main dans cet univers complexe dans lequel on vit. À cela, il y a pas mal de marques qui répondent aujourd'hui déjà avec des formats qui dérisquent. Ça va être par exemple des mini-formats de boissons. Vous avez peur de vous tromper, vous avez envie de goûter tel vodka. Plutôt que de prendre un cocktail qui va vous coûter cher et dont vous n'êtes pas sûr du goût finalement, ni qu'il vous convienne, on va vous proposer 3 mini-formats. C'est le cas chez de Lobby Bar à Londres, qui vous propose des Tiny Teeny chez Grey Goose, donc 3 petits cocktails de chez Grey Goose. C'est le cas aussi du Cambridge Public House à Paris. Et ce côté apprendre sans être jugé, les jeunes générations en particulier ont besoin de le vivre avec des codes qui doivent être traduits pour être compris. La démocratisation des codes, elle passe aussi par des figures clés d'ailleurs. Le sommelier et le bartender en font partie. C'est des prescripteurs. Et 2 prescripteurs, ils deviennent traducteurs. Donc, ils vont mobiliser des références communes, ils vont rendre des choix lisibles et rassurants. Leur posture bienveillante, et il faut qu'elle soit bienveillante, elle va créer un climat où on va oser poser des questions, demander conseil ou déléguer un choix sans crainte. Et donc, on va être face à un besoin de langage décomplexé et émotionnel, de sélection plus courte et de cartes plus lisibles, plus simples à comprendre, de personnalisation avec un choix selon votre envie ou selon votre énergie du moment. Je pense à l'exemple d'un bar à cocktail qui s'appelle Bisou, qui vous fait uniquement des cocktails sur mesure, qui est à Paris. Ou alors la figure rassurante du sommelier qui, comme je viens de le dire, de manière très simple, va vous expliquer les choses et en tout cas vous mettre dans une situation où vous oserez poser des questions sans avoir peur de, comme on l'a tous vécu un jour, se retrouver au restaurant avec la carte des vins entre les mains en se disant « mince, il faut que je sache choisir, mais je ne sais pas choisir ». Là, c'est plus du tout le cas. En tout cas, il y a clairement un besoin du consommateur d'être dans des situations qui ne le mettent pas mal à l'aise. Voilà. Et puis, apprendre, c'est aussi apprendre autrement. On rejette les codes élitistes et ça ouvre la voie à une transmission des savoirs qui est plus ludique, plus engageante et largement diffusée avec des formats plus divertissants. Le ludique, c'est important. C'est un des 2 leviers les plus importants. Ça permet d'apprendre sans effort à travers des jeux. Je pense aux exemples de cahiers de vacances pour adultes ou de soirées PowerPoint entre amis sur un thème. Et puis le personnel, donc ludique et personnel, à travers des récits et des anecdotes du quotidien, le savoir devient une expérience vécue. Et c'est ça qu'on a envie d'apprendre, c'est ça qu'on a envie de suivre. Quand on regarde des comptes Instagram, encore une fois, ou sur TikTok, l'expérience personnelle et ludique, c'est là que les jeunes générations vont avoir le plus de plaisir à apprendre. On s'oriente aussi, on observe aussi de plus en plus de nouvelles figures du savoir, puisque aujourd'hui, chacun peut devenir une instance de savoir, partager, recommander, transmettre. Cette évolution, donc, elle a fait émerger des figures qui sont accessibles et pédagogues, qui vont transmettre avec humour, avec proximité, et leur crédibilité, elle repose moins sur un statut que sur leur capacité à rendre le savoir désirable et amusant. Je pense à Jermaine Stone, qui est un rappeur aux États-Unis qui parle beaucoup de vin et de hip-hop. Je pense à Hannah Crosby au UK,
qui a aussi beaucoup d'humour dans la manière dont elle parle de vin, dont elle parle de tout d'ailleurs en général. En France, je pense à Jonathan Bellassène et puis l'inénarrable Tom Gilbey au UK toujours, qui, si vous avez envie de le suivre, vous amusera beaucoup dans la manière dont il raconte le vin. Voilà, donc sur ce besoin-là de s'approprier le savoir, on observe donc encore une fois des nouvelles figures émergentes et puis aussi une certaine importance qui est donnée à la curation. Pour s'approprier le savoir, certaines figures vont avoir un rôle clé. Leur recommandation, leur présence, elle va crédibiliser un lieu, un moment, une soirée. C'est vraiment à partir de ces expériences-là et en sélectionnant des talents, en co-créant des expériences où le savoir s'intègre naturellement et sans formalisme que certains lieux vont répondre à un besoin des consommateurs. Les guest shifts, par exemple, quand vous invitez un chef ou un bartender à venir faire passer un moment à exercer son métier dans un autre bar qui n'est pas le sien, donc à partager son savoir avec un autre chef ou avec un autre bartender, ça permet de rencontrer des mixologues, des chefs dont on admire le parcours. On peut aussi avoir des masterclass, workshops ou des brunchs qui vont être organisés par des prescripteurs et qui vous permettent d'avoir accès à un savoir pointu, mais sans que ce soit surplombant. Et donc, à partir de là, la dégustation, elle devient conversation. Elle cesse d'être un exercice figé pour devenir un prétexte à l'échange. On va se retrouver dans des cadres plus informels, des clubs et des collectifs, par exemple, qui favorisent des conversations décomplexées autour du vin. Je pense aux game nights, au blind tasting, aux quiz, parfois animés par des prescripteurs qui permettent d'explorer, de comparer, de se tromper, sans pression et en s'amusant. Donc, apprendre aujourd'hui, ça devient une pratique sociale lorsque le non-savoir est accepté et partagé, évidemment. La discussion, elle va primer sur la maîtrise et la curiosité, elle va s'exprimer dans des environnements où l'accès à l'information, il est fluide, il est ouvert et il est sans jugement. Et donc, finalement, si je dois conclure sur ces 3 grands besoins, ce qu'on peut dire, c'est que les nouvelles sociabilités, elles sont affinitaires plutôt qu'universelles, elles sont flexibles et légères plutôt que normées, elles sont expérientielles plutôt que centrées sur le lieu. Alors, affinitaires plutôt qu'universelles, c'est on socialise avec intention autour de lieux, de figures ou de hobbies qui vont rassembler un petit groupe, et le sentiment d'être à sa place, il va se développer grâce à des références communes et avec une absence de jugement. Flexible et légère plutôt que normée, c'est une réponse à l'envie de se rencontrer avec facilité, sans pression, parfois sans agenda, en suivant son énergie du moment. Et puis, quand on dit nouvelle sociabilité expérientielle plutôt que centrée sur le lieu, c'est parce que si l'ambiance et l'énergie du lieu et des personnalités qui s'y trouvent sont importantes, l'intention derrière la sortie, elle l'est tout autant. On sort pour apprendre, pour se relâcher, pour s'amuser, pour se récompenser, pour renforcer des liens et non plus par habitude ou par sentiment d'obligation. Et maintenant qu'on a dit tout ça, comment est-ce que les vins et spiritueux s'intègrent au cœur de ces modes de socialisation ? Alors, la question, c'est plus tant qu'est-ce qu'on boit que ce qu'on attend vraiment du moment. Pour les vins et les spiritueux, l'enjeu, c'est plus, et ça n'est pas d'être le centre des sociabilités, c'est vraiment de rester en lien avec ces sociabilités. Les nouvelles sociabilités, elles cherchent ni des experts ni des fidèles, mais des espaces auxquels on peut appartenir ou profiter du moment sans injonction et où on peut apprendre librement. Donc à partir de là, il faut penser les choses un peu différemment dans l'univers du vin et des spiritueux, parce que le consommateur, il pense différemment. Et il faut accepter que le consommateur, ce soit lui qui impose finalement ses règles du jeu. Alors typiquement, le consommateur, il va penser moment et pas produit. Donc ça, il faut répondre à ça. La valeur, elle se joue plus dans la bouteille, mais dans l'instant partagé. Donc en tant qu'acteur du monde du vin et des spiritueux, il faut s'intéresser à ce qu'on fait vivre, les émotions, les énergies, les souvenirs, avant de parler savoir-faire, origine, tarif ou distribution. Donc penser moment, mais pas produit. Simplifier radicalement l'expérience et le discours, je crois que ça, c'est primordial, avec des prix lisibles, quand on est un établissement, avoir une carte claire, des formats et des offres qui enlèvent la peur de se tromper, installer des cadres accueillants où la consommation flexible, elle n'est pas jugée, et puis proposer un storytelling accessible où la curiosité est encouragée. Ça va aussi être, et c'est mon 3e point, de s'appuyer sur des tribus existantes, donc de soutenir dans la durée les dynamiques des cercles et des communautés qui sont structurées avec leurs propres lieux, leurs propres codes, leurs propres figures culturelles, et de co-créer avec elles, finalement, en amplifiant leur réalisation sans jamais se placer au centre du récit. Donc c'est assez subtil, mais c'est vraiment une nouvelle manière de penser, parce que le consommateur, et en particulier les millennials et la Gen Z, pensent différemment, vivent différemment et socialisent autrement. Plus concrètement, quels conseils pourrais-tu donner aux professionnels du secteur ? Alors dans ce cadre-là, moi j'aurais 5 conseils à donner, pour être très concret. Le premier conseil, c'est de faire de la dégustation un moment d'échange simple et ludique. Donc passer d'une dégustation commentée à une conversation, participer à des soirées blind tasting, à des formats de dégustation avec une activité par exemple, ça fonctionne très bien, ou collaborer avec des wine clubs, des collectifs ou des créateurs de contenu.
Donc, faire de la dégustation un moment d'échange simple et ludique. Le deuxième conseil, c'est créer des repères clairs auxquels les gens et les consommateurs peuvent s'identifier avec moins de techniques et plus de références appropriables. Introduire des conversation starters sur les fiches techniques avec de l'humour, de l'énergie, des occasions de dégustation. Proposer un storytelling aussi autour de la façon dont le vin ou le spiritueux peut participer à l'énergie du lieu ou du moment. Et puis, adopter des codes visuels ou un naming de produits qui facilitent la mémorisation et la recommandation. Le troisième conseil, ça serait d'offrir un choix malin, donc de réduire l'effort en proposant des options évidentes et rassurantes, l'effort que le consommateur doit faire. Donc, de créer des formats adaptés à la découverte, donc ça peut être des mini-formats, adaptés aussi aux soirées, ça peut être des Jéroboam, des Magnum, donc des grands formats, et puis aussi des packs prêts à l'emploi selon les occasions. Ça va aller aussi avec le fait de mettre en place des partenariats avec des chefs, par exemple, pour travailler la désirabilité et l'évidence des pairings. Le quatrième conseil, c'est de s'intégrer à des rendez-vous affinitaires, donc de proposer un accompagnement régulier de moments déjà choisis et porteurs de sens pour les communautés. Ça peut être par exemple d'être présent dans des clubs d'activités sportives ou artistiques, des salles de sport, des art clubs, des soirées ciné, avec des boissons qui accompagnent comme il faut ces moments décontractés. Ça peut être aussi de sponsoriser des soirées off-peak, donc des soirées un peu plus calmes dans la semaine. Et donc, on va s'intégrer à ces rendez-vous affinitaires et là, on rencontrera clairement son public. Et puis, le cinquième conseil, c'est de donner un nouveau souffle aux célébrations autour du vin et des spiritueux, d'organiser des fêtes ouvertes, accessibles, avec moins de codes, avec plus d'intention, donc d'activer des lieux dans un même quartier pour favoriser la circulation et la spontanéité, ou alors de créer des rendez-vous festifs en dehors des temps forts traditionnels. Ce qui est sûr, c'est que les nouvelles sociabilités, elles cherchent ni des experts ni des fidèles, mais des espaces auxquels on peut appartenir, où on peut profiter du moment, mais sans injonction, et où on peut apprendre librement. Donc les marques de vin et de spiritueux, elles ont tout intérêt à changer leur paradigme, à changer leur point de vue, à comprendre vraiment les attentes et les habitudes de ces jeunes consommateurs, en tout cas si c'est leur cible, pour s'adresser à elles et intégrer leur moment et leur lieu de consommation. Ainsi, comme le dit Marie, les nouvelles sociabilités ne disparaissent pas, elles se recomposent. L'envie de se retrouver reste intacte, mais elle devient plus intentionnelle, plus affinitaire, plus flexible. On ne se retrouve plus seulement pour boire un verre, mais pour partager un moment qui a du sens, appartenir à un groupe, vivre une expérience légère et esthétique, apprendre sans pression. Dans ce contexte, les vins et spiritueux ne peuvent plus être pensés uniquement comme des produits, mais comme des catalyseurs de moments. Il s'agit moins d'imposer un cadre que de s'intégrer à des communautés existantes, de créer des repères simples, de favoriser l'échange et de redonner un souffle aux célébrations. Alors, les nouvelles sociabilités cherchent des espaces. Et le rôle du secteur est peut-être précisément là. Imaginer des lieux, des formats et des expériences capables d'accueillir ces nouvelles façons d'être ensemble. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances du monde du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur votre application de podcast préférée. Un épisode écrit et produit par l'agence So Wine.